messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans Sport à la une. Alors, dans l'actualité de ce MAG, la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Sénégal-Cap-Vert. La tanière reprend le chemin de la compétition. Les Lions ont effectué une première séance d'entraînement tout à l'heure au stade Léopold Sédar Senghor. Ils étaient au nombre de 15 cet après-midi. Le reste du groupe arrive ce soir. CAN U17, les Lionceaux ratent la dernière marche à la qualification. L'équipe de Alimal a fait match nul lors de la manche retour contre la Guinée à Conakry. Un partout, un résultat insuffisant pour aller à Madagascar. Une rencontre qui a été décalée de 24 heures parce que le trio arbitral n'est pas arrivé à temps. Basket, Amady Ndiaye, le pivot des Lions, rebondit en Espagne après une saison en Israël. Après avoir observé un break d'une année en équipe nationale, Amady Ndiaye a renoué avec la tanière depuis le mois de mai dernier. Nous ferons le point sur la carrière de notre premier invité déjà sur place. Des sportifs d'élite pour des chances de médaille en 2024. L'idée fait son chemin entre le CNOS et l'État, d'où la tenue d'une session de formation de 10 jours réunissant 120 athlètes. De gros moyens devront être déployés pour espérer récolter les fruits d'un tel programme. Seydina Omar Diagne, secrétaire général du CNOS, nous rejoindra en cours de MAG pour plus d'éclairage. Les web ou les buzz du web, reconnaissons à l'endroit de Miami où il a évolué durant toute sa carrière. Dwayne Wade loue un panneau publicitaire pour remercier les fans. Cette chronique vous sera présentée bien sûr par Momodou Ndiaye. Merci de votre fidélité et bienvenue à tous. Cher Tidiane, bonsoir. Bonsoir Romain Fatou, bonsoir à notre invité, à tous les téléspectateurs. Bonsoir Amady. Bonsoir, bonsoir. Voilà, nous aurons l'occasion bien sûr de nous entretenir avec vous de votre carrière, de vos nouveaux challenges. Mais en attendant, il y a une équipe nationale qui donc nous intéresse bien sûr au premier plan, les Lions. Vous le savez, déjà au travail, une première séance d'entraînement s'est tenue ce lundi après-midi avec 15 joueurs au galop. Plutôt légère la séance, comme c'est souvent le cas au lendemain des matchs de championnats européens. Nous allons tout de suite écouter le sélectionneur de l'équipe nationale, Aliou Cissé, sur ce premier rendez-vous avec ses Lions. Voilà, le son apparemment n'y est pas. Nous aurons l'occasion peut-être de réécouter le sélectionneur des Lions. En tout cas, retenez qu'il y a 15 joueurs qui étaient présents au galop d'entraînement. Le capitaine Cheikhou Kouyaté ne s'est pas entraîné tout simplement à cause d'une béquille à la cheville. On devrait le retrouver d'ici 48 heures. Le reste du groupe est attendu ce soir. Et puis, notez également que la sélection capverdienne est du côté de Lisbonne au Portugal où elle a démarré son stage ce lundi. Information donnée par l'agence officielle du Cap-Vert, une équipe reprise en main, vous le savez, par Lucio Antunes, le premier technicien à avoir qualifié le Cap-Vert pour une phase finale de la CAN en 2013 en Afrique du Sud. Les requins bleus vont faire 5 séances d'entraînement sur place avant de rallier Dakar, donc la capitale. Le coach capverdien a fait appel à un groupe de 22 joueurs. Et puis l'autre information, c'est que les séances a priori seront à huis clos jusqu'à vendredi, décision du coach Aliou Cissé. Non, certainement, ça ne va pas nous plaire, nous journalistes, ça, c'est sûr. et le public également, puisque les Lions, quand même, souvent sont très soutenus quand ils s'entraînent au stade Léopold Sédar Senghor. Malheureusement, les séances qui sont autorisées, c'était aujourd'hui et vendredi prochain. Veille de match, bon, espérons que tout cela va payer et que l'entraîneur a raison. Bon, on peut se douter que les choses sérieuses apparemment commencent puisque jamais un tel dispositif n'a été mis en place. En tout cas, pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde, il faudra patienter. Le Sénégal, soit vous l'avez vu cet après-midi, sinon vendredi au mieux. Et puis samedi, on va tous au stade pour regarder cette rencontre entre le Sénégal et le Cap-Vert. On reste avec nos équipes nationales, cher Tidiane. Malheureusement, les Lionceaux n'iront pas à la CAN prévue au Madagascar. Oui, les Lionceaux ne verront pas Madagascar, Mamfatou, et c'est à l'issue d'un match extrêmement étrange cet après-midi, très tendu à Conakry. Retenez d'abord que c'est le Sénégal qui a ouvert le score à la 38e minute par Bamba Dieng. C'était suite à un coup franc et l'attaquant a catapulté le ballon de la tête. Mais avant cela, la Guinée avait manqué un penalty. Mais les choses ont
tourné mal et ça a commencé 5 minutes après la mi-temps. Les joueurs guinéens ont estimé qu'il y avait des fétiches dans les buts sénégalais. Ils sont allés secouer non filés. Des supporters sont descendus des tribunes avec les forces de l'ordre. Il y a eu, je ne sais pas, un gros bazar dans la surface de réparation sénégalaise. Et après, c'est un rouge qui s'en est suivi pour un joueur sénégalais qui a été exclu, il s'appelle Pape Ndiagayad. Qui chope en deuxième carton jaune. Le Sénégal joue à 9 à 10 et un peu plus tard, ce n'était pas clair la réalisation guinéenne quand même. C'était très confus, il y a eu encore interruption et des sites ont fait état d'une deuxième expulsion sénégalaise. Donc apparemment c'est à 9 que les Guinéens vont parvenir à égaliser dans ce match dans des conditions épouvantables. Je pense que la délégation sénégalaise de retour nous dira plus, vraiment ce qui s'est passé à Conakry. Mais quand même, il faut déplorer cela, Mamfatou, puisque le match aller ici à Dakar s'est déroulé sans encombre. Les Guinéens nous ont battus ici à Dakar 1-0. Il n'y a pas eu de problème. Seules quelques déclarations, soi-disant que ce n'était pas des cadets qui étaient devant nos joueurs sénégalais. Mais quand même, ce climat hostile de tension n'a pas sa place dans un match de football entre deux pays frères. Très bien, on peut penser que peut-être la fédération sénégalaise va porter réserve parce que déjà il y a eu une longue interruption, ça c'est un premier aléa. Le deuxième aléa c'est aussi cette prolongation qui a duré plus de 10 minutes, voilà, et qui a permis donc à ces Guinéens d'égaliser. Et puis il faut également noter que ce match retour entre la Guinée et le Sénégal devait déjà se tenir hier. À 16h30, il a été décalé du fait du retard du trio arbitral des Soudanais qui ont raté leur correspondance. Et là également, il y a des choses à dire peut-être du côté de la Fédération sénégalaise de football. En tout cas, c'était un match à vite oublier. Mais bravo quand même à nos Lionceaux puisqu'ils ont fait un parcours honorable. Ils ont battu la Tunisie, ils ont tenu tête à la Guinée. Donc le travail doit se poursuivre peut-être pour les prochaines échéances. Ah oui, des regrets, surtout Mamfatou, avec cette défaite à domicile à Dakar. Je pense que c'est ce qui a plombé nos joueurs. On savait tous que l'exploit était possible puisqu'ils l'ont déjà fait à Tunis. Mais comme tu l'as dit, Mamfatou, le travail ne doit pas s'arrêter ici. Au Sénégal, on se rend compte actuellement qu'il y a un bon travail qui est en train de se faire au niveau de la petite catégorie avec nos sélections qui rivalisent maintenant avec les meilleurs d'Afrique. Et on ne doit pas dormir sous nos lauriers, continuer sur cette lancée. Et je pense que le football sénégalais va en bénéficier. Merci, cher Tidiane, pour toutes ces précisions. On va parler à présent de football local. À quelques semaines du démarrage de la nouvelle saison de Ligue 1, nous continuons bien sûr à prendre des nouvelles de nos clubs. Zoom ce soir, cher, sur la Linguère de Saint-Louis. L'équipe de la vieille ville prépare la saison 2016-2017. Des départs ont été notés. C'est le cas du meilleur buteur du championnat, Pape Ibnouba, qui rejoint le Stade de Mbour au même titre que Malik Fall, Ousmane Fall, Babacar Wade et Pape Amadou Ndiaye. Des départs qui obligent les dirigeants de la Linguère à chercher de nouvelles recrues. La Linguère de Saint-Louis toujours à la recherche également d'un entraîneur après que Djilali Barloul a annoncé sa démission. En coulisses, les dirigeants veulent convaincre le technicien français de revenir sur le banc du club. Nos correspondants à Saint-Louis nous font le point. Ousseynou Diop et Habib Sek, reportage. La Ligue professionnelle va démarrer dans quelques jours. L'équipe Fagnon de la vieille ville se prépare pour oublier définitivement la première phase de la saison 2015-2016. À l'entraînement, 33 joueurs ont répondu présents avec dans ce lot 7 nouveaux recrues. Les choix ont été bien faits par les dirigeants de la Linguère. 3 attaquants, un gardien de but, un milieu de terrain et 2 défenseurs. Des préparatifs qui se passent très bien pour le moment. Bon, aujourd'hui, je suis ici au Sénégal avec la Linguère de Saint-Louis. C'est juste pour avoir des objectifs pour 16 championnats, pour qu'on puisse aller le plus loin possible. Pour l'instant, ça se passe bien. Le président a mis à notre disposition le matériel adéquat par rapport à ce travail. Les joueurs répondent présents. Le travail n'est pas du tout facile, mais ils s'accrochent et ils prennent plaisir au travail qu'on est en train de faire. Après le départ de Djilali Barloul annoncé dans la presse, la Linguère n'a plus d'entraîneur. Samba Ndiaye dirige pour le moment le groupe.
les joueurs sont là, ils répondent présents par rapport au travail qui est en train de se faire. Donc un travail qui est pratiquement basé sur une première phase locale où on met l'accent sur l'endurance. C'est tout le tout est fait avec ballon, avec la préparation physique intégrée. L'équipe Fagnon a toujours joué les premiers rôles dans le championnat. En 2009, c'était sous l'ère Amara Traoré. Les Samba Linguère avaient remporté le premier trophée. Cette année encore, les dirigeants ne comptent pas baisser les bras. Tous les moyens sont mobilisés pour mettre en place une équipe soudée. Donc cette année, on va essayer de voir, de l'évaluer par rapport à ce qui s'est fait l'année dernière, comment gagner au moins une ou deux places. Parce que dans le football, il faut toujours essayer de gagner. Quand tu es avancé, il faut tout faire pour ne pas reculer, mais il faut essayer de gagner une ou deux places en sachant que ça va être très très difficile. Pour la saison 2015-2016, la Linguère de Saint-Louis avait occupé la 4e place sous l'ère Djilali Bahloul. Cette année, le retour du technicien français fait polémique, mais les dirigeants, eux, continuent le travail en attendant l'arrivée d'un nouveau entraîneur. Est-ce que Djilali va venir? Est-ce qu'il ne va pas venir? Qui sera là? Qui ne sera pas? Pour l'instant, nous, en tant que techniciens, d'abord, et aussi fils du club, nous sommes en train de dérouler un travail que le président Dia nous a confié avec une totale confiance. En ce moment, les dirigeants saint-louisiens font beaucoup d'efforts pour que Djilali Bahloul revienne dans l'équipe. Mais au cas où cela n'est plus possible, la Linguère de Saint-Louis intéresse beaucoup de techniciens. Je suis ouvert, comme je dis à tout le monde, je ne veux pas m'ouvrir aux autres et m'enfermer à la Linguère. Donc, je suis au chômage, non? Vous me voyez, là, je ne travaille pas, j'ai un jean, t-shirt, je suis au chômage. Bien. Je suis ouvert à toutes les discussions possibles. Merci. Avec ces 7 nouveaux recrues, la Linguère de Saint-Louis compte faire mieux que l'année dernière. 4e à la dernière saison, l'équipe vise le podium. Voilà, merci Ousseynou Diop. Vous avez vu mon nouveau compagnon, c'est la coupe remportée bien sûr par le groupe Futur Média à l'occasion de la 4e édition du tournoi de presse foot dédié à Alassane Ndiaye Alou. L'équipe de groupe Futur Média s'est imposée sur le score d'1-0 grâce à une réalisation de Pape Mané, journaliste de l'Observateur. Un trophée dédié tout simplement au président du groupe Futur Média, Youssou Ndour, qui fêtait samedi dernier son anniversaire. Les temps forts de cette finale, Pape Faraning, image Mor Harma. Le groupe Futur Média, champion de la 4e édition du tournoi Presse Foot devant Traite FM, Pape Mané a marqué l'unique but de la rencontre d'un coup franc bien tiré, une victoire pour toute la presse. Félicitations à tous mes coéquipiers et à tout le groupe Futur Média. Aujourd'hui, ce n'est pas le groupe Futur Média qui gagne en fait, c'est la presse. C'était un match de gala, donc voilà, c'était dans le fair play, ça s'est très bien passé. Contribuer à l'évolution de l'esprit sportif fair play dans le monde de l'information et de la communication. Mais pas de perdant ou de gagnant. Ce tournoi dédié à Feu Alassane Ndiaye Alou permet de raffermir les liens, une réussite pour l'organisateur. C'est un pari réussi. Les 2 équipes ont joué dans le fair play. Les autres équipes qui avaient participé également ont honoré leur participation. Je pense que c'était ça l'essentiel. Et l'essentiel, c'était que la presse se retrouve au moins autour du ballon, autour du sport, pour se connaître, pour renforcer les liens. Venu participer à la fête de la presse, le ministre des Sports estime que cette initiative mérite d'être accompagnée. Sans l'appui de la presse sportive qui nous accompagne partout, c'est un produit qu'on a besoin de le vendre pour que les sponsors viennent accompagner, mais aussi pour que les détails soient évités. Après la communion, les joueurs et les supporters de GFM ont décidé d'offrir cette coupe comme cadeau d'anniversaire au PDG. Coupe bi ñu ngi koy jël di ko may président Youssou Ndour ndax anniversaire am la woon démb. On s'était donné le défi de gagner ce match. Donc monsieur le président, cette victoire c'est pour vous. rafetlu victoire bi di ko partager ak ñoom di ko may ministre Youssou Ndour anniversaire u démb bi ñun suñu wàll ñun waa Génération Futurs Médias Youssou Ndour lañ koy déjee quoi, moom lañ koy jox. Avec ce nouveau sacre, le groupe Futur Média est également leader en sport d'entreprise. Alors, merci. Pierre de Silva, qui fait qui fait du n'importe quoi. Mais cher, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'à ces finales, on ne te voit jamais. Ah bon?
Ah non? Et pourtant, j'étais bien là. En plus sur le terrain, jamais sur le terrain. En tout cas, félicitations au groupe Futur Média et donc à Papa Mané, donc buteur voilà, dans ce tournoi. On enchaîne avec également une autre distinction pour une autre personnalité du groupe Futur Média. La finale du tournoi de l'école Kebambaye à Rufisque a vécu le week-end dernier. Elles étaient 8 équipes à prendre part au tournoi organisé par le groupe scolaire. L'école Kebambaye a profité de cette occasion pour offrir des bourses et demi-bourses à toutes les équipes ayant pris part au mini-championnat. La finale s'est jouée hier sur le terrain de Talas Foot Academy. L'école Kebambaye de Rufisque a désigné comme parrain de la finale Mamoudi Brakan, le directeur général du groupe Futur Média. Voilà, allier sport et études, c'est l'objectif donc de ce tournoi. On ne peut enchaîner sur l'actu football sans avoir une pensée bien sûr pour Rigobert Song. Vous le savez, l'ancien capitaine des Lions indomptables se trouve dans le coma dans un hôpital de Yaoundé. Son état suscite beaucoup d'inquiétudes donc au Cameroun où les ministres d'ailleurs se sont rendus à son chevet. Paul Biya, le président de la République, a demandé que le maximum soit fait pour sauver l'ex-capitaine de la sélection. Vous le savez, victime d'un AVC hier après-midi chez lui, un personnage qui compte au Cameroun. Il a été décidé, si son état le permet, de le transporter en France le plus vite possible, peut-être même dès ce soir. Voilà, beaucoup de courage à Rigobert Song qui est l'une des fiertés donc du football africain. On enchaîne avant de parler basket avec les championnats européens. Coup d'arrêt pour le Bayern de Munich et Manchester City ce week-end en Bundesliga et en Première Ligue. L'AS Roma et Lyon remportent les chocs du week-end en Serie A et en Ligue 1 au moment où donc Monaco a donné une fessée, il faut le dire, au FC Metz sur le score de 7-0. Les principales actus dans les championnats européens, c'est avec Cher Salibou Diarra et Mame Biram Diouf. Lendemain de Coupe d'Europe difficile pour les grands en Bundesliga ce week-end, après 5 victoires consécutives, le Bayern de Munich s'est contenté d'un nul, un but partout face à Cologne. Anthony Modeste a répondu à l'ouverture du score du Bavarois Joshua Kimmich, mais le grand perdant de cette 6e journée est le Borussia Dortmund. La bande à Dembélé a plié devant le Bayer Leverkusen 2-0 sur des réalisations de Mehmedi et Chicharito. Autre championnat, autre difficulté pour les Européens, la Liga. Leader avant la 7e journée, le Real Madrid a concédé le nul un but partout face à Eibar, un point obtenu grâce à l'égalisation de Gareth Bale. Le Barça n'a pas eu cette chance face à Celta Vigo, plombé par l'erreur de son gardien Ter Stegen. Les Barcelonais ont perdu 4-3 malgré le doublé de Piqué. Des déconvenus qui profitent à l'Atlético de Madrid, le nouveau leader après sa victoire à Valence sur des buts des Français, Griezmann et Gamero. La 7e journée en finale grâce au but de Koscielny face à Burnley est à 2 points, tout comme Liverpool vainqueur de Swansea 2-1. Chelsea, après une mauvaise passe, s'est revivifié en dominant Hull City sur 2 jolis buts signés Willian et Diego Costa, alors que Manchester United replonge en plein doute suite à son partage de points avec Stoke City, un but partout. West Ham ne gagne plus malgré le super but de Dimitri Payet. Les Hammers n'ont pu avoir qu'un nul, un but partout. Pendant ce temps, la Juventus prend le large à l'issue de la 7e journée de la Serie A. Les Bianconeri sont allés laminer Empoli 3-0, dont un doublé de Gonzalo Higuain, distançant maintenant de 4 points les Napolitains battus 1-0 à Atlanta. L'AS Rome a elle remporté le choc de cette journée face à l'Inter 2-1. La Lazio a bien voyagé, elle a pris le meilleur sur Udinese 3-0, dont un but de João Baldé Keita. Le Milan AC a lui réussi la remontée du week-end. Mené 3-1 après 55 minutes, les Milanais se sont finalement imposés 4-3. Non loin en Ligue 1 française, le PSG a dominé Bordeaux grâce au doublé de Edinson Cavani pour monter à la 3e place du podium. Un podium dominé par Nice de Mario Balotelli, vainqueur de Lorient 2-1. Monaco, auteur du plus large succès 7-0 à Metz, est sur la 2e place. Lyon, grand gagnant du derby face à l'AS Saint-Etienne 2-0 et 5e. L'Olympique de Marseille, tenu en échec par Angers 1 but partout, et 14e du classement après 8 journées. Voilà l'actu
l'actualité du basket à présent. Merci à Amadi d'avoir patienté, d'avoir partagé avec nous l'info foot. Alors on va commencer d'abord par l'actualité d'ici, de Dakar, avec les équipes, vous le savez, qui joueront en première division. C'est à l'occasion du tournoi de montée en National 1. Chez les garçons, les équipes sont connues. Il s'agit donc de l'US Mboro et de la Jeanne d'Arc de Dakar. Une première dans l'histoire de l'équipe de Mboro. Quant à la Jeanne d'Arc, elle retrouve l'élite après 5 saisons d'absence. Donc la finale a opposé les deux équipes au stade Lat Dior de Thiès. Et c'est le cas également. Le tournoi s'est déroulé dans la même région pour les filles. Pour les filles, il y a une semaine de cela, le même tournoi s'est tenu chez les dames et c'est Débaloc d'Erclé Basket Loisirs Club qui a remporté la finale, s'imposant devant l'équipe thiessoise de Don Bosco, permettant du coup aux deux clubs d'accéder en première division nationale 1. Nous sommes allés à la rencontre de la MVP du tournoi. Elle s'appelle Deyasine Fall. Elle joue au poste d'ailière, âgée de 18 ans. Une étape franchie pour cette jeune joueuse qui rêve de porter le maillot national. Mamadou Ndiaye, Bijou Ndiaye et Aliou Ndiaye. Je m'appelle Deyasine Fall, j'ai 18 ans, je joue à l'équipe de Débaloc. À moins de 20 ans, Deyasine Fall porte toute une équipe. Joueuse de bagage technique pour nangu liggéey. Cette ailière d'1,65 m a brillé lors du tournoi de la montée avec son club, le Derklé Loisirs Basket Club. Xalé la aussi té tamit xalé bu nangu sonu nangu liggéey la. Lolou tay bu lolou moko tay mo wal war tay MVP bi c'est parce que ci fofu la ko jëlé. Parce que nangu liggéeyam respecter aussi coach yi, respecter dirigeants yi, respecter tout le monde je peux dire. À l'image du club, Deyasine Fall a été récompensée comme la MVP du tournoi. Je suis vraiment très contente pour cette meilleure joueuse et il faut continuer à travailler comme il le faut. Bon, voilà quoi. Avec un ratio de plus de 30 points par match, Deyasine Fall n'a qu'un seul objectif pour la saison prochaine, aider son équipe à assurer le maintien. Pour cette année, mais on va continuer de jouer. Pourquoi pas continuer de jouer et d'aller en finale comme les autres équipes, comme Duc. Waaw saison ren bi moom amul xëccoo parce que équipe bu ndaw lañ bu bëgg bu doga di yéeg mënuñu fi nekk nan dañuy xëccoo championnat wala dañuy xëccoo coupe xëccoowuñu dara maintien la ñuy lijjanti ba pare parce que ay xale lañu yor. Les objectifs ne s'arrêtent pas là. Elle rêve de porter le maillot national comme son idole. Pourquoi pas comme mon idole Assou Traoré. Bon, je rêve de porter le maillot du Sénégal et défendre mon pays. Le Derklé Basket a assuré une montée historique en National 1, une première pour ce club de Dakar. Deyasine compte porter haut le flambeau du Derklé Loisirs Basket Club. Voilà, Deyasine Fall, donc ailière de 18 ans à qui bien sûr on souhaite bonne chance. Alors Amadi, la Jeanne d'Arc de Dakar qui retrouve la première division, ça a été une grosse équipe dans le basket, malheureusement qui a un peu décliné. Ça vous inspire quoi? Amine, ça fait du bien de l'entendre, je les félicite. Je pense qu'ils sont de retour où ils devraient être. Et j'espère qu'ils vont rester et qu'ils vont vraiment faire leur empreinte. C'est l'équipe que je tiens au cœur au Sénégal, c'est la Jeanne d'Arc. C'est là où j'ai commencé ma carrière aussi, quand j'ai été avec Babacar. Et donc ça me fait plaisir d'entendre de bonnes nouvelles. Tout à fait. Alors, à noter toujours sur ce plan local, l'ouverture officielle de la saison, donc c'est à partir de ce lundi, mais il va sans dire que c'est pour les procédures administratives, les réaffiliations, les engagements dans les différentes compétitions. En plus, la période du mercato est fixée jusqu'au 30 décembre 2016. À présent, nous allons échanger avec vous, Amadi, international sénégalais de basket, 29 ans, mais auparavant, un petit rappel du parcours du joueur.
américain puis en NBA. Amady Ndiaye intègre logiquement l'équipe nationale du Sénégal. Le pivot se fait remarquer avec de bonnes performances, notamment lors de la Coupe du Monde 2014 en Espagne, où les Lions sont allés jusqu'en huitième de finale. Surnommé le ministre de la plan personnel après une saison en Israël, Amady Ndiaye va relever un nouveau challenge, cette fois-ci en première division espagnole. Voilà, Amady, vous venez de nous révéler que vous avez appris le basket à la Jeanne d'Arc. On sait que par la suite, vous êtes allé aux États-Unis avec donc, les championnats universitaires. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette période, quitter le Sénégal, aller aux États-Unis, étudier et en même temps faire du basket? Absolument, absolument. Oui, j'avais commencé à la Jeanne d'Arc, mais j'avais commencé avec Giving Back, Babacar qui m'avait trouvé et m'a appris les bases du basket et ce que j'aurais pu accomplir en tant que basketteur, mais en tant qu'étudiant aussi. C'était ma priorité au moment. J'étais très jeune, je ne connaissais pas trop le sport. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité d'aller aux États-Unis pour étudier, j'ai filé, j'ai fait tout ce qui est concentré dans ce que je voulais faire dans ma vie. Et c'était très important de vraiment pouvoir revenir et faire quelque chose au Sénégal. Justement, avant d'en revenir à votre actualité, ce concept Giving Back, on voit que vous portez cela. Le nom de Babacar qui revient sans arrêt. Cela a une signification pour vous, basketteurs? Bon, ça a beaucoup plus de signification pour moi que la plupart des gens, je pense, parce que je pense que sans Giving Back, je ne serais pas ici aujourd'hui. Le jour où j'ai rencontré Babacar, et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, et ça, j'en suis sûr que je ne serais vraiment pas ici aujourd'hui. Il m'a montré beaucoup de choses, il m'a appris beaucoup de choses, mais il m'a laissé faire. Il nous a back. Ça veut dire tu réussis dans ta vie, tu fais ce que tu as à faire pour arriver, et quand tu réussis, tu reviens et tu fais quelque chose case départ pour la jeunesse sénégalaise. Et c'est très important pour moi en tant que même vice-président de Giving Back maintenant, de revenir et de faire quelque chose de très important pour la jeunesse sénégalaise. On aura l'occasion peut-être de parler de ces projets. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Alors, revenons sur le parcours un peu, le basket. Bon, cette carrière en NBA qui n'a jamais vraiment décollé, est-ce que c'est un échec qui vous hante? Donc, vous êtes drafté en 2010 donc, par les Timberwolves de Minnesota, avant d'être aussitôt prêté aux Wizards de Washington. Vous évoluez pendant 2 ans et après, ça commence un peu à être beaucoup plus difficile. Comment vous expliquez ce manque de réussite? C'est jamais un manque de réussite pour moi. Commençons par nommer le fait que j'ai commencé le basket à 16 ans. Je ne connaissais rien du sport. Et pour arriver en NBA à 24 ans, après juste 8 ans, même pas de basket, c'est vraiment un accomplissement. Je pense que mes 2 premières années, je les ai prises en tant que jeune basketteur qui ne connaissait pas trop le jeu et je voulais apprendre. Et ce n'était pas le temps de jeu que je voulais, ce n'était pas les gens qui disent Amady Ndiaye il joue en NBA. Ça, ça n'a jamais été mon truc. Et pourtant, ça claque. De dire un Sénégalais joue en NBA, ça attire l'attention. Ça attire l'attention, mais je n'ai jamais aimé l'attention. Justement, Amady, si je ne me trompe pas, vous avez été dans le groupe de performance des Kings de Sacramento avec Cousins. Et là, on pensait que voilà, c'était le moment pour décoller, mais ça n'a pas marché. J'ai pensé la même chose au début à Sacramento aussi. C'était un très bon environnement pour moi. Mais le business du basket aussi, c'est une chose que la plupart ne comprennent pas. Ce n'est pas juste ce qu'on fait sur le terrain, mais derrière la scène, il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Et la raison pour laquelle j'étais plus à Sacramento, c'était vraiment qu'ils ont fait une trade où ils ont envoyé des joueurs dans une autre équipe et ils ont amené plus de joueurs. Et à la fin, j'allais risquer d'être le 15e joueur de l'équipe
qui allait juste rester là-bas pour vraiment sans trop de raison. Les coachs ont décidé, et le général manager ont décidé que vraiment le système n'était pas stable assez pour moi et ils ne pouvaient plus me garder, mais c'était pour moi, je dirais, je me sentais très bien parce que mon boulot est toujours fait. Quand je suis sur le terrain, je dirais les 2 premières années, je n'ai pas eu la chance de vraiment jouer beaucoup sur le terrain en NBA. Mais quand j'ai une chance d'être sur le terrain, n'importe équipe ou place, j'ai toujours le même feu. J'ai le même feu au cœur et je veux juste jouer le plus et gagner pour l'équipe. Même si je ne suis pas sur le terrain, je contribue dans plusieurs manières dans le basket. Et les gens le savent. Donc, c'était jamais comment on dit, failure. C'était un échec. C'était learning. J'ai appris. Donc, ça n'a jamais été une obsession, Jamais. finalement, de réussir en NBA. Ce qui vous intéressait d'abord, c'est de jouer au basket. Ma seule compétition, c'est moi. Je fais pas la course avec qui que ce soit. Je savais que j'étais en retard dans le basket et ce que je voulais personnellement, c'était de voir, quand j'ai commencé le basket, où est-ce que je pourrais arriver en tant que basketteur. Pas où est-ce que les gens pensent que je suis ou qu'est-ce qu'ils pensent de moi. Ça j'ai jamais écouté, je m'en occupe même pas. Mon personnel, c'est je veux savoir où est-ce que à la fin de ma carrière, je dirais, quand est-ce que j'étais le meilleur Hamady Ndiaye sur le terrain. On va un peu laisser de côté Hamady Ndiaye. Vous avez de l'expérience de la NBA. Un de vos potes va rejoindre la NBA, et déjà en NBA, Maurice Ndour. Alors, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller pour réussir dans cette ligue où vous avez échoué? Maurice n'a pas, en ce moment, je crois qu'il n'a pas vraiment besoin de mes conseils parce qu'on en discute tout le temps, on parle tout le temps. Et je pense qu'il a la tête sur les épaules et il sait exactement. Je lui ai expliqué toutes les histoires, je lui ai raconté tout ce qui m'est arrivé. Et comme je le dis, ça n'a jamais été un échec pour moi. Pour la plupart des fans qui auraient voulu me voir en NBA et tout, pour eux, c'est un échec parce que oui, la NBA gagne tellement d'argent et tout, mais dans ma vie, je ne trouverai jamais un échec pour l'instant. Carrément. Alors. Mais quand même, Maurice, vous le voyez réussir. Il va dans tous les cas, c'est un gars très bien. Il aime bien travailler et je me vois même dans lui quand il est sur le terrain. Il a la hargne, il veut vraiment jouer dur. Et je pense qu'il va trouver un moyen de rester dans la politique et tout. Tant que tu t'en occupes pas et que tu t'occupes de toi-même, tout va passer. Alors, de manière très concrète, Hamady, d'accord, c'est pas un échec. Pour vous, votre parcours vaut quand même la peine d'être vécu. Maintenant, il y a toujours le facteur chance dans le sport de haut niveau. Vous avez parlé un peu du système dans les coulisses en NBA, mais est-ce qu'il n'y a pas eu autre chose, par exemple les blessures ou des choses qui ont un peu freiné votre progression, en tout cas dans ce championnat, qui est quand même le championnat le plus attrayant au monde? Je ne me suis vraiment pas blessé. J'ai vraiment pas eu de blessure sérieuse jusqu'à l'équipe nationale. Donc, c'est le seul échec que je dirais que j'ai eu, c'est d'avoir perdu mon contrat en NBA après l'équipe nationale. C'est une chose dont j'en parle plus, c'est histoire passée. Et c'est ça, c'est un échec, vraiment. J'ai perdu un contrat, ok, mais la vie continue. C'est le destin. Le travail continue aussi, tu vois, ça ne va pas m'arrêter. Mon esprit est toujours le même quand je suis sur le terrain. J'adore le jeu, j'adore le basket et j'adore voir les gens autour me supporter, même sur le terrain ou en dehors du terrain. Je fais tellement de choses aussi en dehors du terrain que sérieusement, je me vois bien dans ma peau en ce moment. Est-ce que vous vous souvenez un peu de vos premiers pas en équipe nationale du Sénégal? Quand est-ce que vous avez intégré le cursus? Nous, on a encore des idées, surtout de la Coupe du Monde que vous avez réalisée avec l'équipe. Bon, ça a commencé en 2013 dans la Coupe d'Afrique, durant la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire.
Et je dirais que c'était sûrement l'un des meilleurs moments que j'ai eu, à part la Coupe du Monde peut-être, où j'ai vraiment adoré mon expérience avec l'équipe nationale. J'adore toujours l'équipe nationale. Je pense que ce que je donnais à l'équipe n'était pas juste sur le terrain. J'ai appris beaucoup de choses en étant avec les Lions. J'ai gagné beaucoup plus de frères qu'avant, mais en même temps, je crois que les gens aussi respectent le fait que je donne tout à l'équipe, pas pour argent, pas pour... Justement, Amadi, voilà. C'est ça ma question. D'où vous êtes venu cette fibre patriotique? Je ne vous le cache pas, ce n'est pas parce que vous êtes là que je le dis. Vous êtes l'un des joueurs les plus aimés dans ce basket sénégalais parce que vous donnez tout une fois sur le terrain. Et il est rare de voir Cher faire des compliments en direct. Donc il faut le prendre vraiment comme un vrai compliment. On en a besoin. Des fois, tu regardes un match de basketball où il est sur le parquet. Tu dis, si on avait 5 Amadi, franchement, ce match-là, on l'aurait gagné. Très bien. Non, il a absolument raison. C'est une chose dont je tiens à cœur. Quand j'ai commencé le basket, je n'avais pas vraiment d'argent, j'avais rien du tout. Je voulais juste apprendre et voir où je voulais arriver, comme j'ai dit au début. Mais c'est que la plupart pensent que le basket va avec l'argent ou avec la publicité, ou que tout le monde, tu veux juste que les gens te disent « oui, tu es le meilleur ». C'est des choses que j'y pense même pas. Je laisse les gens dire ce qu'ils veulent de moi et je fais ce que je peux le plus pour m'aider et aider la population et la jeunesse à savoir qu'il y a une possibilité de faire quelque chose de grand si tu travailles et si tu donnes à tout. Je me suis honnêtement donné à tout dans ce sport. Et j'aime ce que je fais et je montre que j'adore mon sport. J'adore ce que je fais à 100%. Et sur le terrain, quand les choses sont bien ou ne sont pas bien, je gagne la même mentalité où je dis toujours, tant que le chrono continue, mon corps va toujours continuer à battre pour gagner. Je me rappelle d'une scène, c'était ici au Stade Mardia. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la scène. C'était un match amical contre la Tunisie. Il est sorti, mais il a carrément piqué une crise. Et tout le monde se disait, mais attends, qu'est-ce qu'il a? Il vient d'arriver et ce n'est qu'un match amical. Vous vous souvenez de Je me souviens très bien. Mon coéquipier Ibrahim Atoman ne va pas arrêter de me le rappeler aussi. Mais c'est vraiment une chose que pour moi, je veux gagner. Je veux gagner et je veux montrer que jusqu'à la fin du match, il y a toujours possible. Et ceux qui sont sur le banc, qui que soit dans ton équipe et que vous portez les mêmes couleurs, on est des frères et je tiens à ma famille, tu vois. Très bien. Mais le fait de vouloir gagner à tout prix, est-ce que ça ne vous rend pas invivable? Non. Non, pas du tout. Parce que je ne suis pas le critique qui va dire, je ne vais jamais dire c'est ta faute ou c'est ta faute qu'on a perdu. C'est toujours ma faute. Okay. Dans mon esprit, à la fin du match, quand on perd un match, je dirais toujours que ce sera ma faute et je ne vais jamais dire que c'est quelqu'un d'autre qui a fait. Alors, le prochain Afrobasket, c'est dans moins d'un an. Et après cette édition, je pense que la durée sera 4 ans. 4 ans ouais. Donc, je pense que l'objectif est clair pour vous et pour vos coéquipiers. Le prochain doit être le bon. Bon, l'objectif est clair, comme tu l'as dit. Je n'ai pas à le dire vraiment parce que tout le monde le sait. Je pense qu'on a tous la même chose en tête et la qualification qui vient de passer nous a amenés ensemble pour vraiment discuter et savoir que c'est notre chance ou jamais vraiment de faire quelque chose de grand en Afrique pour le Sénégal. Et la plupart ont la même mentalité et j'espère que quand la CAN arrivera, on aura un groupe sur le terrain qui va représenter le Sénégal pour le Sénégal et juste le Sénégal. En plus, il y a eu des prémices quand même au tournoi de qualification olympique à Manille. Vous avez perdu, certes, mais vous avez perdu avec des écarts très très réduits. On a senti un groupe quand même qui montait en puissance et vous n'aviez pas un de vos atouts majeurs, on va dire, Gorgui. Donc ça veut dire que l'équipe est en progression. Absolument.
Absolument, on progresse et c'est ça le plus important pour moi, c'est de voir qu'on est prêt à faire grand chose. Oui, on a perdu durant la qualification, mais on a montré qu'on peut vraiment se battre contre les grands. Et c'était le but d'avoir la confiance en allant en Cannes, de savoir qu'on a un groupe de gens qui sont prêts à aller se battre pour leur pays jusqu'au bout. Très bien. Alors Amadi, sur le plan personnel, on a parlé un peu du parcours, l'équipe nationale. Sur le plan personnel, vous quittez Israël, vous rebondissez en Liga espagnole. Vous êtes un globe-trotter bien dans ses baskets? Oui, je dirais j'ai fait le tour du monde et avec la Chine aussi. J'ai fait beaucoup de pays absolument, mais c'était toujours le but d'arriver en Europe. Aller en Israël, c'était pour m'approcher d'Europe, pour que les équipes européennes me voient. J'ai joué beaucoup en Asie et en NBA et je crois que j'ai un super fanbase en Asie en ce moment. J'y retourne quand vraiment je peux et je veux même, mais je voulais m'ouvrir en Europe parce que c'est l'une des meilleures ligues après la NBA et j'aimerais bien jouer dans l'une de ces ligues pour voir c'est quoi ma valeur vraiment. Et je vais aller à Malaga, à Unicaja et j'espère vraiment continuer le progrès parce que c'est exactement mon plan qui est en train de se dérouler depuis l'échec de la dernière fois. Mais je pense que là, je suis en bonne route et je me sens très bien, je me sens très confiant que les choses vont bien aller. Et j'espère que tout se passera bien, mais je vais tout donner comme d'habitude. Ouais, c'est un contrat d'une saison Oui, c'est un contrat d'une saison pour déjà montrer. Me montrer, c'est le plus important. Je voulais entrer en Europe, l'Espagne, Turquie ou France. Et là, je suis en Espagne dans l'une des meilleures équipes là-bas et je suis satisfait pour l'instant. Pour l'instant, en attendant de voir les choses arriver. Oui. Alors, vous avez parlé justement de vos activités en dehors du sport et c'est certainement par cela qu'on va terminer un peu cette entrevue. Giving Back. Donc aujourd'hui, en dehors du sport, quels sont les secteurs d'activité dans lesquels vous évoluez en fait? En tout cas, pour rendre ce qu'on vous a donné. Bon, les choses, à part trouver des bourses pour la jeunesse. On a de très bons joueurs qui sortent du Sénégal et qui sont très concentrés dans leur carrière, qui étudient en Europe et aux États-Unis. Des joueurs NBA qui veulent vraiment être très hands-on, ils sont vraiment, ils veulent être partie du programme et qui va aider vraiment l'Afrique en général. C'est pas juste le Sénégal, c'est ça que la plupart ne comprennent pas. On est concentré en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Et on fait beaucoup de travail comme moi, personnellement, on n'aime pas trop les médias, on ne le met pas trop dehors, mais on fait beaucoup de travail avec la jeunesse et c'est ce qui est plus important pour l'instant. Pour nous, on progresse et ça fait des années maintenant que je suis vice-président avec Yohan Sangaré qui est président de Giving Back maintenant et Babacar qui nous mentor qui est notre mentor jusqu'à présent et qui nous montre les choses. Mais la plupart des jeunes qui ont été élevés sur Giving Back se retournent et font la même chose. Et c'est le programme qui cède. Les maillons s'enchaînent. Voilà. Et Amadi, on dit souvent que les basketteurs souvent ont la tête sur les épaules. Est-ce que ce n'est pas ce niveau d'études que vous avez, qu'on vous inculque, qui fait cela? Absolument, absolument. Les études ont été très importantes pour moi, personnellement, et pour la plupart des joueurs qu'on décide même d'avoir sur Giving Back, les études, c'est le plus important. Parce que nous savons tous que le sport ne va pas continuer pour toujours. Et on sait tous qu'on a une dette limite pour le sport. Donc, à la fin, il faut avoir la tête sur les épaules pour savoir exactement qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux faire
quelle empreinte tu voudras laisser à la jeunesse. Et c'est le plus important pour moi de savoir qu'il y a des jeunes, il y a beaucoup plus de jeunes, surtout les dernières années, j'ai rencontré tellement de jeunes en équipe nationale qui viennent du programme Giving Back, qui savent exactement mon trajet et le trajet de tous les jeunes et qui veulent juste se battre pour montrer qu'ils veulent arriver quelque part et revenir et faire la même chose. Et c'est très important pour moi. Ça me donne... je suis très content, je suis content juste en parlant, je suis super. Merci beaucoup, Amady. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette première partie et bonne saison. Merci beaucoup. Donc, dans la Liga espagnole. Alors, pour vous raccompagner, justement, on va parler de quelque chose qui pourrait forcément vous intéresser. Comment former les jeunes et donc nous donner des chances de médaille, cher Tidiane, sur les prochaines Olympiades. Il faut anticiper et investir. Une volonté affichée par le Comité national olympique sportif sénégalais. Le CNOS a tiré les leçons des mauvais résultats du Sénégal aux Jeux olympiques de Rio et des précédentes Olympiades. La structure se penche déjà sur un projet dénommé Vision 2024. Celui-ci regroupe 120 athlètes, toutes disciplines confondues, avec la prise en compte de 12 fédérations. Et puis, l'objectif est clair, il faut décrocher des médailles olympiques en 2024. Pendant 10 jours, ces jeunes ont été réunis pour subir une formation sur l'environnement de la haute compétition. Suivons à ce propos ce reportage signé Mamadou Ndiaye et Alioune Diagne. Projet. Pour que ces enfants-là puissent bénéficier de toutes les conditions requises, pour qu'ils soient bien préparés et pour qu'ils puissent aussi défendre notre pays. Si vous nous aidez à y parvenir, le Sénégal y gagnera le plus. Voilà donc une session de formation de 10 jours pour en parler. On peut parler donc de cette vision 2024. Nous sommes en compagnie de Seydina Omar Diagne, secrétaire général du CNOS, le Comité national olympique sportif sénégalais. Bonsoir Monsieur Diagne. Bonsoir. Alors, pourquoi avoir pris cette initiative? Est-ce l'échec des derniers JO et notamment aussi des précédentes Olympiades qui ont fait le déclic pour vous? Je vais en fait un peu vous étonner parce que pour moi, il n'y a pas eu d'échec aux Jeux Olympiques. Ah bon? Je voudrais qu'en fait que ce soit très clair. D'accord, vous nous direz pourquoi. Oui, je vous dirai après pourquoi. Pour moi, il n'y a pas... Sinon, vous pouvez le dire maintenant aussi. Pour moi, il n'y a pas eu d'échec aux Jeux Olympiques parce qu'on peut parler d'échec que quand aujourd'hui, compte tenu des ambitions que nous avions en partant et que nous n'avions pas en fait atteint ces ambitions-là. Il faut en fait qu'on soit très clair. En partant issu du Sénégal, nous n'avons jamais dit à qui que ce soit que nous pouvions partir à Rio et amener des médailles. Mais donc, pas des médailles, mais au moins des éliminations au premier tour. Non, moi je pense qu'il y a quelque chose qui est fondamental. Quand nous partons à des Jeux Olympiques, nous savons évaluer la stature de nos athlètes. Le Sénégal, en partant à Rio, n'avait aucun athlète qui était parmi les 10 premiers mondiaux. Donc, impossible d'avoir une médaille. On était animé par l'esprit Coubertin. Ouais, non, moi j'ai toujours dit, nous partons aux Jeux Olympiques et nous allons pour une participation honorable. L'essentiel, c'est de participer. Il fallait vraiment que ce soit très clair. Aucun de nos athlètes, parmi tous les athlètes sénégalais, aucun athlète sénégalais n'était parmi les 10 premiers mondiaux. Il faut que ce soit clair. C'est prouvé, et les statistiques le montrent, que pour être médaillé aux Jeux Olympiques, il faut au moins faire partie des 5 meilleurs mondiaux. Et il n'y avait pas de Sénégalais parmi les 10 meilleurs mondiaux. La preuve, notre comité, notre association continentale qui est l'ACNOA, a mis $1 million pour la préparation de l'ensemble des athlètes africains qui faisaient partie des 10 meilleurs mondiaux. Si tu faisais partie des 10 meilleurs mondiaux, tu pouvais bénéficier d'une bourse d'à peu près 50 millions. Que tous les athlètes faisant partie des 10 meilleurs mondiaux ont reçu 2 mois avant les Jeux Olympiques. Mais pourquoi on n'a pas eu des athlètes bien classés sur le plan mondial? Non, c'est-à-dire que moi je pense qu'il faut que les gens reviennent sur une chose. C'est que quand on écoute certaines personnes, c'est comme si nos athlètes sont partis à Rio sans se qualifier. Les athlètes sénégalais ont fait de très bons résultats en Afrique. En dehors de l'athlétisme. Ils ont fait de très bons résultats en Afrique pour pouvoir se qualifier. Bale Dieye, il est allé se battre. Il a battu des Africains pour pouvoir se qualifier. Adama Diatta, Isabelle Sambo, au niveau de la lutte, se sont battus pour pouvoir se qualifier. Jean-Pierre Bourris, au niveau de canoë-kayak, s'est classé premier pour pouvoir se qualifier. Donc, notre équipe nationale de basket féminine a battu l'ensemble des équipes africaines pour pouvoir se qualifier.
Mais il faut qu'on reconnaisse quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on part aux Jeux Olympiques qu'on n'a pas eu de médaille que c'est un échec. Non. Parce que ces athlètes... Alors c'est quoi exactement? Parce que vous parlez des athlètes qualifiés, mais il y en a eu aussi qui ont été invités. Mais sur les 22 athlètes pour Amisen et... Sur les 22 athlètes sénégalais, il n'y a eu que 4 athlètes qui étaient invités. Tout le reste, c'est les athlètes qui se sont qualifiés sur le terrain. Donc ce n'est pas un échec, mais on n'y est pas encore. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, c'est pourquoi ce programme-là est mis en place. Voilà. Mais je voudrais en fait préciser que ce programme, ce n'est pas une première au Sénégal. D'accord. En 2002, de 2002 jusqu'en 2012, il y avait ce que nous appelions la génération 2012. Mamadou Kassé Anne, beaucoup d'autres athlètes sénégalais, les Kendoy, etc., sont passés par ces étapes pour pouvoir en fait avoir, disons, le niveau mondial. Donc, les Ndeye Fatou Souma qui sont partis aux Jeux Olympiques, Mamadou Kassé Anne qui nous a accompagnés aux Jeux Olympiques, faisait partie de ces athlètes que nous avions sélectionnés depuis 2002 pour pouvoir préparer les Jeux Olympiques de 2012. Alors, pourquoi il y a eu cette cassure? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas eu de talent ou bien les moyens ne suivent pas? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup... Je pense que peut-être que ce sont les deux. Pour le problème de talent, effectivement, c'est posé. Parce que beaucoup de nos athlètes sont partis aux Jeux Olympiques en étant très âgés. Si vous prenez le cas de Balla Dièye, il a 36 ans. Balla Dièye, peut-être, si on fait un rewind, peut-être 8 ans avant, ses meilleurs résultats, il les a eus durant ce moment. Peut-être que Balla Dièye, aux Jeux Olympiques de Beijing, en 2008, peut-être aurait pu avoir une médaille. Ou bien même en 2012. Mais il s'est trouvé que pendant tout ce temps-là, il ne s'est jamais qualifié pour aller en fait aux Jeux Olympiques. Donc il arrive à un moment où il a toute l'expérience qu'il faut, mais il est âgé. Donc fondamentalement, au niveau de la compétition, surtout dans les arts martiaux, ça se pose. Et il y en a d'autres. C'est le cas de Hortense Diédhiou, c'est le cas d'Isabelle Sambou. Mais ça veut dire donc, M. Diagne, qu'il y a un problème de relève, puisque vous nous parlez du cas de Balla Dièye, de Hortense Diédhiou, Isabelle Sambou, c'est vrai, ce sont des athlètes qu'on connaît depuis quelque temps, mais derrière, il n'y a personne qui prend le relais. Mais je suis très d'accord, je suis entièrement d'accord avec vous. Et ce travail-là, il doit être fait par les fédérations. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent quel est le rôle du comité olympique. Notre rôle, nous, ce n'est pas de détecter. Notre rôle, c'est de polir. C'est-à-dire qu'il y a des athlètes de haut niveau qui viennent à notre niveau, que nous aidons à mieux en fait donc progresser. C'est ça qui fait que... Mais justement, ces athlètes dont vous parlez souvent, quand ils perdent, l'excuse ou bien la raison avancée, j'ai pas été soutenu. Il y a problème de moyens. Alors, est-ce que c'est des raisons valables ou pas? Je ne crois pas que ce soit des raisons valables. Pourquoi? L'ensemble des athlètes sénégalais, à part deux, parmi tous ceux qui sont partis en sport individuel aux Jeux Olympiques de Rio, ils étaient tous boursiers. Mais Seydina, justement, là... Ils étaient tous boursiers. Nous n'avons pas attendu, il faut que ce soit très clair, nous n'avons pas attendu 2016 pour préparer nos athlètes. D'accord. Il faut que ce soit clair. Mais le montant de la bourse, parce que moi j'ai entendu parler de 1 000 euros, 650 000 francs. Je reviens. De haut niveau. Laissez-moi terminer. D'accord. Si vous prenez par exemple aujourd'hui Amadou Ndiaye, depuis 2013, bénéficie d'une bourse olympique qu'il a amenée au CIAD. Et qui, à un moment donné, nous a dit « je vais aller en France ». Il est parti en France, soutenu par le comité olympique. Balla Dièye, depuis 12 ans, Balla Dièye a été boursier olympique. Et il y en a d'autres. Hortense Diédhiou, qui a dit que mon pays n'a rien fait pour moi, a été boursier olympique. Depuis 2014, il bénéficiait d'une bourse olympique qui lui a permis de faire presque l'ensemble des Open, qui lui ont permis de pouvoir glaner des points, parce qu'elle ne s'est pas qualifiée sur le terrain. Pour pouvoir en fait donc... Le montant de la bourse. C'est-à-dire que la bourse, l'athlète reçoit, c'est un contrat, que je précise, c'est un contrat qui lie l'athlète, le comité olympique et le comité international olympique. Donc l'athlète reçoit tous les 4 mois, il reçoit $4 000 que l'athlète nous justifie, après que nous donnons à l'athlète, qui les dépense et qui vient nous justifier. Mais en 2016, ces athlètes qui étaient tous boursiers olympiques, à partir de fin janvier 2016, chaque athlète sénégalais, en plus de la bourse olympique, recevait 1 000 euros par mois. Compte non tenu, je précise bien, compte non tenu des billets d'avion et des frais d'hôtel que nous payons
pour les amener, pour faire en fait tous les grands tournois. Voilà, Seydina, là aussi, moi j'ai des interrogations. Vous dites tous les 4 mois, 4 000 $. Oui. C'est ça, qui ne sont pas justifiés. Mais, non, qui sont justifiés. Qui sont justifiés, d'accord. Donc depuis fin janvier 2016, plus 1 000 $, 1 000 €, vous avez dit. Non, j'ai dit 2014. Ils ont commencé à percevoir la bourse depuis 2014. Depuis 2014. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec 4 000 $ tous les 4 mois, un athlète peut s'entretenir dans le haut niveau? Et puis, Baladjei, en parlant de ce cas spécifiquement, a dit qu'en fait, il a eu du mal à boucler son budget de programme depuis janvier, alors qu'il devait commencer sur 4 mois un travail. Il a dû faire des allers-retours sur le Sénégal pour boucler son budget pour aller au JO. Mme Fatou, vous savez, quand on parle de bourse, vous avez été étudiante, nous tous, nous sommes passés par là. La bourse, elle ne sert pas. Elle ne sert pas à te régler tous tes problèmes. Quand nous sommes à l'université, la bourse qu'on nous donne ne nous permet pas de pouvoir régler tous nos problèmes. Je suis d'accord qu'il y a un manque de moyens. On ne peut pas ça, personne ne peut le nier. Mais je dis et je répète encore une fois de plus, il faut que les athlètes comprennent une chose. On se prépare en fonction de nos ambitions. Il faut que ce soit très clair. Aujourd'hui, je donne un exemple. Teddy Riner, la façon dont il est préparé en France, s'il part aux Jeux Olympiques, il n'est pas médaillé olympique d'or, c'est un échec pour la France. C'est différent de l'athlète sénégalais qui aujourd'hui est par exemple 50e mondial et qui te dit que moi, il me faut pour une préparation 100 millions. Non. Mais qui ne fait pas son travail dans cette affaire alors? Parce que vous avez parlé de l'athlète, vous avez parlé du CNOS, l'État. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à avoir un talent, à investir de l'argent sur lui et en faire un médaille olympique? Comme Teddy Riner, comme le Nigérien Alfougou. Je suis d'accord avec toi. C'est pourquoi j'ai dit que ce travail-là, ce travail de détection qui peut nous permettre de pouvoir aujourd'hui avoir une pépite. Et direction technique nationale, par exemple. Il doit être fait par la fédération, qui doit, au-delà de la massification, travailler pour faire en sorte qu'on détecte en fait l'athlète à bas âge, pour pouvoir déterminer. C'est pourquoi nous avons mis ce programme-là, pour nous dire, nous allons aujourd'hui reprendre encore les choses en main. Alors, Seydina, donc, est-ce que vous, en tant que membre du CNOS, est-ce que vous avez constaté un travail adéquat de nos directions techniques nationales ici au Sénégal? Non, moi je pense que, moi je le dis tous les jours. Aujourd'hui, quand on prend, je prends l'exemple des arts martiaux, qui nous ont donné le plus de satisfaction. Tu prends le cas du karaté, c'est la seule discipline qui a 3 champions du monde. Tu prends le cas du judo, tu prends le cas de taekwondo, toutes ces disciplines étaient à un niveau mondial. Mais vous conviendrez avec moi que toutes ces disciplines rencontrent des difficultés parce que simplement c'est des crypto-personnels. Tout le travail qui est fait par les techniciens est bousillé par les administratifs. Toutes ces fédérations, depuis 6 ans, depuis une dizaine d'années, c'est toujours des coups d'État. Il faut enlever le... Mais il n'y a pas de travail à ce niveau-là. On ne peut pas mettre un programme de base qui puisse permettre aujourd'hui de faire en sorte que les Mamadou Ali Ndiaye, champions du monde, les Yaye Amisen et tant d'autres, qui sont devenus de très grands athlètes, parce qu'il y avait de la sérénité dans ces fédérations. Mais aujourd'hui, ça ne se pose pas. Ça se pose. Mais le problème, c'est qu'ici au Sénégal, on a des directions techniques, des directeurs techniques qui sont nommés et on voit que les petites catégories ne marchent pas. Ça ne fonctionne pas. Mais je suis d'accord avec toi. C'est pourquoi j'ai dit, le travail de massification qui doit être fait, qui doit aujourd'hui aboutir à un problème de détection, ça pose un gros problème. Ça ne se fait pas pour le moment, selon moi. Mais il faudrait aussi dire une chose. Il y a fondamentalement aussi ces DTN, tu ne peux pas souvent les condamner à 100% parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens. Et pour faire ce travail-là, il leur faut des moyens. Mais Seydina, quelle est la part de responsabilité de l'État dans tout ça? Parce que l'État, justement, pour parler de votre mission, de votre formation, l'État parle de 100 millions pour éventuellement mener à bien son projet de 2024 et fait appel à des sponsors. Quelque part, pour moi, ça alerte. C'est-à-dire que l'État aujourd'hui ne peut pas mettre 100 millions sur un programme tel quel. Quel est la part de responsabilité de l'État dans cette situation? On a l'impression qu'il n'y a pas de sportifs de haut niveau, de sportifs de talent dans notre pays. Si, Manfatou, l'État a la responsabilité d'abord de définir la politique sportive du Sénégal. Est-ce qu'il le fait? Non, attends, je viens. L'État a la responsabilité de définir la politique sportive de l'État en relation avec le mouvement sportif. L'État doit donner les grandes orientations de cette politique sportive. L'État doit contrôler. L'État doit mettre les moyens.
Mais nous tous, nous sommes d'accord que pour le moment, au moment où nous parlons, ce dont le mouvement sportif a besoin, l'État ne nous a pas encore donné ça. Je donne un exemple précis. Si vous prenez en 2016, l'ensemble des besoins pour les compétitions internationales de l'ensemble des fédérations, c'est chiffré à peu près à 5 milliards. Nous avions par devers nous un budget de 2 milliards. Donc ça veut dire que nous allons aujourd'hui répartir le budget, mais il y aura beaucoup de manquements. Mais je dis, ce qui est fondamental pour nous et qui nous donne aujourd'hui du courage, nous pensons qu'il y a la volonté politique maintenant qui commence à exister. Parce que si le président de la République va jusqu'à Conseil des ministres pour poser le problème du sport et le problème des Jeux Olympiques, en Conseil des ministres, en faisant une communication et en donnant des instructions au Premier ministre, ceci a abouti au fait que nous avons fait un conseil interministériel qui a fait que les autorités ont eu le temps de nous écouter. C'est fondamental. On nous a écoutés. Et je pense que c'est cette volonté politique-là qui pousse aujourd'hui l'État à dire pour 2016, je mets un budget de 100 millions pour pouvoir aujourd'hui travailler dans ce programme-là 2024. Mais je suis sûr que, et le ministre nous a rassuré sur ça, en 2017, le budget de 100 millions sera augmenté pour qu'on puisse travailler encore en fait. C'est un budget déjà acquis, des 100 millions? Oui, c'est déjà... Non, ça c'est acquis, ça c'est nous qui avons arbitré. Ça n'a absolument... Il n'y a pas d'intervention du secteur privé. Mais je précise, en fait, Mamfatou, il y a quelque chose qui est fondamental. S'il n'y a pas ce triptyque, il n'y aura pas de sport. Il faut l'État, il faut le secteur privé et il faut nous, mouvement sportif. Le secteur privé devra mettre de l'argent dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, pour parler... Sinon l'État lui oblige. Mais c'est possible aussi. Non, je ne crois pas, peut-être. Moi, je ne suis pas d'accord que l'État oblige. Je pense que le secteur privé, l'État doit inciter. Voilà. Aujourd'hui, l'État peut créer des conditions pour faire en sorte que ce secteur privé puisse aujourd'hui venir. Parce que si l'État aujourd'hui nous dit, je peux défiscaliser certaines sommes d'argent qui sont remis en fait au mouvement sportif. En ce moment, le secteur privé, peut-être il trouvera son compte et en fait viendra. Voilà, Seydina, vous avez parlé de moyens. On sait tous que c'est un problème dans ce sport sénégalais. Vous êtes le prince, vous voulez satisfaire tout le monde, mais c'est un âge qui dit que qui trop embrasse mal être. Est-ce que ce n'est pas ça notre problème? Est-ce qu'il n'est pas temps de prioriser, d'éliminer même? Ah mais ça, c'est pas de ma responsabilité. C'est l'État du Sénégal qui a pris l'option pour dire, moi, c'est la pluridisciplinarité. Donc, maintenant, je pense que... déjà que l'État, dans ses conventions d'objectifs qu'il a signées, je pense qu'il a éliminé certaines fédérations. Non, en fait, non, je ne parle pas de... Pour moi, ce n'est pas en fait donc une élimination, c'est un choix. Il y a quelques fédérations qui ont été choisies, mais c'est sûr que nous allons continuer à travailler et que les autres fédérations qui n'ont pas encore de convention d'objectif vont aussi en fait, donc, en profiter. Parce que le problème fondamental, comme je l'ai dit, nous sommes en train de discuter avec l'État et il faut que les moyens augmentent. Sur le plan financier, il faut que le sport puisse encore bénéficier davantage de moyens. Nous avions, avant l'élection de Macky Sall, il y avait une promesse de 1% et nous continuons à pousser. Nous continuons à dire à l'État qu'il nous faut le 1% pour pouvoir aujourd'hui faire en sorte qu'une grande partie en fait, des problèmes rencontrés par le mouvement sportif donc, soient résolus. Mais c'est sûr que, comme l'a dit tantôt en fait, Mamfatou, si l'État arrive à intéresser en fait, le secteur privé, mais nous allons arriver à un moment donné où les gens pourront en fait, le faire. Nous avons donné en fait, des pistes. Le comité olympique a dit nous voulons mettre en place une fondation privée. L'État nous dit non, moi je veux qu'on mette en fait autre chose. Nous avons dit non, nous voulons en fait donc mettre en place donc, une fondation privée. Cette fondation, ce n'est pas simplement le mouvement sportif, non, l'État sera dedans, le secteur privé sera dedans et le mouvement sportif sera dedans. Il nous sera plus facile, nous, mouvement sportif, de dire au secteur privé, venez, mettez votre argent. Mais mettez votre argent pour les gens qui gagnent. Non, mais c'est pourquoi je te dis... Mettez votre argent à perte, ça aussi, c'est un problème. Non, Mamfatou. Si. Quand on met en place une fondation, quand on dit au secteur privé de venir, mais c'est parce que nous avons déjà travaillé sur des documents réels qui peuvent aujourd'hui, cet argent qui sera mis à notre disposition, ce ne sera pas de la philanthropie, non. Ce ne sera pas de l'argent qu'on va jeter là par la fenêtre pour tout. Non, nous allons travailler avec le secteur privé, avec l'État du Sénégal,
pour pouvoir faire en sorte que donc, demain, que nous puissions en fait produire donc, de grands athlètes. Alors Seydina, de manière très concrète, Génération 2024, il y a eu déjà 120 athlètes qui ont été sélectionnés, qui se sont retrouvés pendant 10 jours. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, ce sera en fait le mois de décembre. Nous allons continuer donc le travail qui est en train d'être fait. Et dans la semaine, nous avons en fait donc une réunion d'évaluation avec l'ensemble des fédérations pour voir exactement ce que nous avons déjà fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Nous avons une idée de ce qu'il faut faire encore donc, pour le mois de décembre, notamment améliorer davantage les conditions, augmenter encore donc, disons, le programme, surtout insérer en fait un programme d'éducation olympique aux enfants. Parce que vous savez, au-delà de l'éducation olympique, nous avons fait en fait beaucoup de civisme. Parce que tous les matins, et ça je profite vraiment de cette occasion pour remercier l'armée sénégalaise, tous les matins, l'armée était présente à 7h30 du matin pour d'abord la levée des couleurs, mais aussi prendre les enfants, leur inculquer beaucoup d'actes civiques. Et ça, pour nous, c'est important. Mais vous avez un peu sélectionné la crème de ce qui se fait ou c'était vraiment juste pour lancer l'idée, le concept de Génération 2024 par rapport aux jeunes athlètes que vous avez accueillis? Non, nous avons sélectionné la crème. Ce sont les fédérations qui ont sélectionné. Le choix des athlètes ne dépend pas. Les directeurs techniques ont fait leur boulot. C'est eux qui ont fait le boulot. Donc c'est eux qui sont partis au niveau de leur base, de leur pépinière, pour nous sélectionner en fait les athlètes qu'ils pensent être les meilleurs. En tout cas, nous allons continuer à encadrer. Voilà, on vous souhaite bonne chance sur ce, puisque vous avez parlé de 2002-2012, ça n'a pas eu l'air de trop marcher. Espérons que 2016-2024, il y aura de meilleurs résultats. Ça a marché parce que certains de nos athlètes... Les athlètes sont partis choisir une autre nationalité. Oui, mais bon, mais ça, c'est pas de notre faute. C'est pas de votre faute, mais ça veut dire que ça n'a pas marché. L'athlète, non, c'est pas ça. L'athlète peut changer de nationalité quand il le veut, parce qu'il peut exploiter les règlements. Ça veut dire qu'il y a du bon boulot qui a été fait ici. Oui, mais bon, mais vous savez, aujourd'hui, tout athlète qui veut changer de nationalité le changera. Le Sénégal ne donnera jamais les mêmes moyens que la France, ou bien l'Allemagne, ou bien en fait les États-Unis. Mais je pense que bon, l'essentiel que nous avons participé donc à la formation de cet athlète et vraiment à qui nous souhaitons bonne chance là où il est actuellement. Bonne chance à vous, Seydina Diagne. Vous êtes le secrétaire général du CNOS. Donc merci pour toutes ces précisions. Donc sur le concept Génération 2024. On va vous raccompagner avec justement un médaillé olympique. Peut-être que son parcours pourra nous inspirer quand même. L'État nigérien a mis 162 millions pour la préparation de cet athlète qui s'appelle Abdulrazak Issoufou Alfaga. Comme vous le savez, il était ici à Dakar durant 72 heures sur invitation de son homologue Baladier qui a profité donc Alfaga de son séjour pour rencontrer la communauté nigérienne à Dakar, les autorités sportives et justement les athlètes de la Génération 2024. Retour sur les temps forts de cette visite avec Marianne Sivadio. Un vice-champion olympique sous nos cieux, ce n'est pas tous les jours que ça arrive. D'où l'accueil chaleureux qui a été réservé à Abdulrazak Issoufou Alfaga, le Nigérien vice-champion olympique de taekwondo, en visite à Dakar. Au Sénégal, sur invitation de Baladier, avec qui il partage le même centre en Allemagne, Abdulrazak est à Dakar pour la deuxième fois. En 2014, j'étais à Dakar pour la Coupe du Monde francophone, dont j'ai remporté la médaille d'or et meilleur athlète de la Coupe du Monde francophone. Donc vraiment, dans mon histoire, donc, je ne peux jamais oublier Dakar. Au programme de sa visite, un tour chez les athlètes de la Génération 2024, une rencontre avec le ministre des Sports Matarba, une autre rencontre avec la communauté nigérienne à Dakar, suivie d'un cocktail offert par l'ambassadeur, des invitations de médias et enfin un dîner offert par le secrétaire général. Un vice-champion olympique sous nos cieux, ce n'est pas tous les jours que ça arrive. D'où l'accueil chaleureux qui a Abdulrazak Issoufou Alfaga est le deuxième athlète nigérien à remporter une médaille olympique pour son pays. La première qui date de 1972, soit 44 ans avant, est l'œuvre du boxeur Issaka Dabor. Au Niger, Abdulrazak Issoufou a gagné tous les titres, au point où la fédération lui a demandé, depuis mars 2015, de ne plus participer aux compétitions nationales. Champion d'Afrique en 2014, médaille d'or aux Jeux africains en 2015, Razak a aussi décroché le métal précieux à plusieurs Open, dont celui d'Égypte, de Floride et de Belgique. Avec sa médaille olympique, Abdulrazak Issoufou a écrit son nom dans les plus belles pages de l'histoire du sport mondial.
En dehors des tatamis qu'il titille depuis l'âge de 6 ans, son passe-temps favori reste la... Bonsoir Mamadou Ndiaye. Bonsoir Mamfatou, bonsoir Cheikh Tidiane, bonsoir téléspectateurs. Vous êtes inscrit pour Génération 2024? Non, je n'ai pas un âge. Vous êtes sûr? Vous avez l'air jeune? Non, c'est pour les jeunes. Les jeunes de moins de 18 ans au moins. Alors, on va parler donc de ces actus qui font le tour des réseaux sociaux. Les supporters de Manchester United réclament près de 6 000 € pour avoir reçu une pizza avec le visage de Pep Guardiola. Et la question, quel est le comble pour un fan de Manchester United? Se faire livrer une pizza qui ressemble à la tête du coach de Manchester City, Pep Guardiola. Cette mésaventure est arrivée à un fan des Red Devils qui a eu la mauvaise surprise de se trouver nez à nez avec son ennemi juré en ouvrant sa pizza. Et il a fait une déclaration choquante, je cite: « Quand j'ai ouvert la boîte et que j'ai vu le visage de Pep Guardiola au milieu du fromage fondu, j'ai failli vomir », a-t-il déclaré au Sunday Sport. Oui, très bien. Quelle rivalité! Quelle rivalité, oui, c'est vrai. Direction l'Espagne, où était Pep Guardiola pour parler de l'énorme boulette de Marc-André Ter Stegen de l'Allemagne. Du FC Barcelone. Effectivement, nouvelle défaite pour le FC Barcelone sur la pelouse du Celta Vigo, 4-3 lors de la 7e journée. Menés 3-0 à la mi-temps, les Barcelonais n'étaient pas pourtant très loin de revenir au score avant que leur gardien Marc-André Ter Stegen ne scelle le match. Regardez. Pour moi, Busquets, c'est un extraordinaire joueur, mais ce soir, il a été... Oh, l'erreur de Ter Stegen! Et le 4e but pour le Celta, Pablo Hernandez. Il a cru jusqu'au bout pour aller contrer le gardien allemand nouveau. Rebondissement dans ce match. Busquets, pour moi, Busquets, c'est un extraordinaire joueur. Voilà. Oui. Ouais, je pense qu'il y a un grand consultant en Espagne qui lui a donné un bon conseil. Il faut qu'il sache qu'il n'est pas Garrincha. Très bien. Et qu'il arrête de faire des relances. Alors, contrairement à Ter Stegen, le gardien de but de Vannes en CFA2 réalise l'arrêt le plus fou de l'année. En tout cas, c'est l'arrêt le plus incroyable de l'année. Le gardien de l'équipe de Vannes a réalisé un arrêt en 3 temps sur un penalty. Regardez. L'aide du poteau, du dos, des pieds. Et puis il a beaucoup de réflexes. On parle du joueur de West Ham, Dimitri Payet, qui a réalisé quand même une prouesse en marquant un but de toute beauté contre Middlesbrough. C'était l'attaquant de West Ham a encore frappé en éliminant 5 défenseurs adverses avant de glisser le ballon au fond du filet. Regardez. From goal by Rhodes. Well, it was going wide in fairness to Rose. Fisher's shot, but the danger signs were there again. Stellani cutting it back for Fisher. Rose trying to divert it on the target. Payet. Magnificent from Payet. Even better from Payet. It's brilliant from Payet. Can he finish? It's wonderful. West Ham level. Magnificent. Quel but. Je pense que Pape Mané de l'Observateur a fait pareil. Oh, ah oui? D'après ce que j'ai entendu. Alors, à Bangkok, les terrains de football ont parfois des formes étranges. C'est parce que les espaces sont rares et il est donc compliqué d'aménager des espaces de loisirs. Effectivement, plus d'espace en Thaïlande. Pourtant, il y a un projet d'aménagement qui tente de trouver un compromis en utilisant les aires disponibles pour créer des terrains de football. Il faut parfois s'adapter et le rectangle vert n'est plus rectangulaire. Comme vous le voyez sur ces images.คิดสร้างสรรค์นะครับไปใส่ในพื้นที่ที่ทุกคนมองข้ามเราก็จะได้พื้นที่ใช้สอยใหม่ๆที่ประโยชน์กับชุมชนแล้วมันได้เล่นแบบหลายมุมหลายที่อะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กที่ถูกออกแบบนี้ด้วยค่ะพื้นที่ในชีวิตของทุกคนก็จะไม่มีคำว่าเปล่าประโยชน์
Voilà, d'espace. inspiré, et je pense qu'on en sera bientôt à ce stade au Sénégal aussi, surtout dans les quartiers dakarois, il n'y a plus d'espace pour jouer au football. C'est un bel exemple. Alors, Dwyane Wade, un joueur reconnaissant à l'endroit de son club des débuts. Oui, au début, les joueurs NBA achètent une page d'un journal local pour remercier les fans après avoir fait un transfert ou un départ. Dwyane Wade, lui, a fait encore plus fort. Il loue un panneau publicitaire de Miami après sa signature à Chicago. C'est sympa. Oui. Bravo à lui. Belle. Voilà, on termine par la vidéo bonus. Oui, cette vidéo a fait le tour du web ce week-end. C'est cette freine dévastatrice. Regardez. No comment. C'est Ronaldinho. C'est Ronaldinho, voilà. Merci Mamadou Ndiaye. Merci, à lundi prochain, Inch'Allah. Voilà, merci à Cher, merci à toute l'équipe technique, Cher Faye, au digital. Donc merci à l'équipe technique, la réalisation Pierre Da Silva, caméra Narfal et Mor Kharma. Excellente soirée et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.